Bon, Martin, je ne savais pas que tu jouais les entremetteurs. J'ai beaucoup apprécié ta chronique sur le passé de Régent, des Régents. Non, ça porte à confusion. Le passé dans le midget 3A de Martin Saint-Louis et Pascal Vincent dans la région de... Laval-Laurentides-Lanaudière. L'équipe était basée à Saint-Eustache. Et il s'appelait Les Régents, d'où cette façon d'aborder les choses. Oui. Mais là, tu me confiais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, que t'en as profité. T'as pas juste écrit une bonne chronique, t'as fait plus que ça. Oui, non, mais écoute, ça a été vraiment... Je te parlais de ça parce que ça a vraiment été un beau moment. Tu sais, les dirigeants des Régents de Laval-Laurentides-Lanaudière du milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90, c'était un groupe d'hommes de hockey exceptionnel, tu sais, des gens passionnés du hockey mineur. Un des entraîneurs en chef, Guy Lefrançois, était un policier à ce moment-là. Le directeur général, Michel Léveillé, était un policier. Puis c'est des gars qui étaient passionnés de hockey mineur, mais cette organisation-là produisait des joueurs d'élite, là, des hauts choix de repêchage de la Ligue nationale. Ils ont eu des très, très bons joueurs. Et hier, dans le match que posait le Canadien aux Blue Jackets, les deux entraîneurs en chef étaient des anciens Régents. Et évidemment, ils sont très fiers de ça. Peut-être que les entraîneurs de sport mineur qui nous écoutent vont comprendre ce que je veux dire, mais c'est ta plus belle récompense quand tu t'es impliqué et tu as dirigé des jeunes, de les rencontrer après ça quand ils sont adultes, puis de voir qu'ils font quelque chose de bien dans la vie puis qu'ils ont réussi. J'ai un de mes anciens joueurs qui est entraîneur dans la Ligue nationale, Alain Nasreddine. Je l'ai dirigé midget 3A au baseball. Tu nous dis ça, là. Puis quand il me voit puis il m'appelle coach, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. C'est lui qui coach dans la Ligue nationale, mais c'est toi coach. Mais tu sais, ça reste toujours. Il y a des liens qui restent toujours. Puis c'est ça, après avoir écrit ce papier-là, j'ai juste envoyé un petit mémo à l'équipe de communication du Canadien. Je disais, écoute, ça serait incroyable si vous pouviez juste donner des laissez-passer à ces anciens entraîneurs-là, anciens dirigeants, dirigeants, juste pour qu'ils puissent venir serrer la main de leurs anciens joueurs avant le match. Puis Martin Saint-Louis et Pascal Vincent se sont libérés en même temps avant la rencontre. Donc, c'est rare que tu vois deux entraîneurs de la Ligue nationale là, venir jaser avant un match. Et ils ont été extrêmement généreux. Martin est resté... une bonne vingtaine de minutes. Il est arrivé un petit peu avant Pascal. Lui et Pascal ont jasé, ils ont échangé sur leur expérience midget 3A, là, se sont racontés des bonnes vieilles anecdotes. Pascal Vincent est resté 25 minutes avant de diriger ton premier match au Centre Bell comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Et c'était vraiment, vraiment un beau moment. Ouais. Alors, je trouve que ça fait partie de la magie. On n'en parle pas souvent de ces choses-là, mais les liens qui se tissent quand tu fais du sport, même entre anciens coéquipiers. Pascal Vincent, aujourd'hui, est entraîneur dans la Ligue nationale. Il a 50 ans, mais il se souvient encore qui était son ailier droit quand il jouait chez les Régents. Puis, il posait des questions. Qu'est-ce qui est devenu tel joueur? Qu'est-ce que faisait tel autre joueur? Alors, ça fait partie de la beauté du sport. Je suis convaincu que ça a été une soirée mémorable pour ces anciens dirigeants-là, mais aussi pour Saint-Louis puis Pascal. Puis tu parles du hockey, mais il y a des professeurs d'art dramatique qui voient de leurs élèves devenir faire à Cannes. Oui. C'est vrai aussi à un paquet de niveaux. Marc-Antoine, as-tu un prof qui t'a marqué? Un coach? Non, pas un coach. Non. Des profs, oui. Ouais. Mais celui qui m'a marqué le plus, malheureusement, il est décédé un peu prématurément. Ah. Fait que c'est ça. Alors, il s'appelait Pierre Dubois, Collège de Montréal. Il enseignait quoi? Le français. Oh! Ouais. Donc, secondaire 4, secondaire 5. C'est drôle parce que je me souviens que Stéphane Laporte a écrit une chronique à son sujet à la fête des pères parce que Pierre Dubois n'avait pas d'enfants. Mais alors, lui, ses enfants, c'était ses élèves. OK. Puis, on est resté en contact tout le temps. Ouais. Jusqu'à son décès inopiné durant le temps des fêtes. Il y a eu un malaise. Il était dans le sud. Puis, ça s'est fait très, très rapidement. Pourtant, il était en forme. C'est un grand partisan des Bruins de Boston qui jouait au COSUM sans relâche. Et puis, c'est ça. Lui, c'est un gars qui m'a marqué. Et tu le sens, ça, quand tu es étudiant, tu as un professeur qui est vraiment bienveillant, puis qui veut ton bien, puis qui t'encourage. On a des retrouvailles à mon ancienne école secondaire dans 2 semaines. Puis je vois les messages passer sur... il y a une page Facebook qui a été créée. Là, tout le monde dit « Ah, j'ai hâte de revoir tel professeur. Vous souvenez-vous de tel professeur? » Alors, c'est important. Ça prend un village pour élever un enfant, comme dit un vieux proverbe africain. Puis...
C'est ça. Dans le sport mineur, comme dans le milieu de l'éducation, il y a des gens qui sont très importants. J'allais te faire une vacherie, dire tes retrouvailles, c'est quoi? C'est 50 ans après la graduation? Ouais, Ça, c'est pas correct. Il arrête après quelle année, coudonc? C'est normal. C'est gratuit. Ça, il y avait les fleurs et le pot. Hein, t'as pas vu le pot? Non, mais il arrête. C'est jusqu'à quel âge, moi? J'ai pas eu ça des retrouvailles depuis longtemps. Je pensais qu'après 10 ans, c'était. Non, ça peut continuer. Moi, tu vois, j'étais président de mon conventum, justement, au Collège de Montréal, puis je les ai organisés à 20 ans, 25 ans. Faut peut-être que tu aies reçu ton diplôme pour être invité aux retrouvailles, je sais pas. Faut que tu aies encore des amis aussi. Hein? C'est ça, je pense, ou peut-être que personne ne veut me voir, ce qui serait effectivement une bonne hypothèse. D'accord. Bon. Aujourd'hui, quand Martin Saint-Louis tire une cartouche, brasse, mais brasse égale, et Shane Pinto est dans le pétrin. C'est tellement hockey, épisode 267. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour Alexandre. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. But it was a well-played game, I think, by both teams. A lot of speed, lots of intensity, a physical game. It was, I thought, obviously the penalties. It's something that changes the momentum. Pascal Vincent, en anglais, malheureusement, je suis allé écouter le point de presse sur le site des Blue Jackets, espérant qu'il y avait un scribe francophone qui traînait, puis qu'il n'y avait pas eu, ça n'avait pas été coupé au montage par l'équipe de Columbus, mais non. Mais j'ai choisi cet extrait-là parce que je trouvais que ça résumait. Moi, enfin, j'étais intéressé à entendre vos opinions sur sa lecture du match. On vient de l'entendre dire que c'était un bon match, il y avait de la vitesse, de l'intensité, de la physicalité, que je traduirais peut-être par robustesse. Puis bon, évidemment, il y a eu des punitions, puis ça a cassé le rythme, mais c'est vrai que c'était pas pire dans l'ensemble, ce match-là. Il y avait... écoute, après la première période, là, Shane Pinto n'aurait pas parié sur la victoire, sur la victoire du Canadien. Il n'y a pas le droit. Mais au menu, on y reviendra, mais... Moi j'ai été vraiment impressionné de la première période des Blue Jackets. Ils ont été... physique contre le Canadien. Le Canadien était physiquement dominé sur sa patinoire. Ce sont les Blue Jackets qui avaient vraiment le contrôle de cette période-là. Chance de marquer, possession de rondelles, etc. Il y a eu un ajustement par la suite et le Canadien est assez bon. C'est un trait de caractère, là, souvent. Quand ça part mal, ils sont capables de redresser les choses, mais ça devrait partir bien. Si tu devrais être prêt en première période, ça te donne des meilleures chances de gagner. Martin Saint-Louis en a parlé un peu après le match en disant ça peut pas devenir un trait de caractère de ton équipe de toujours faire du hockey de rattrapage parce qu'à un moment donné, c'est insoutenable. Mais il y a eu beaucoup de choses positives dans ce match-là, notamment le jeu à 5 contre 5. Et pas juste question de but pour et but contre, mais le trio de Nick Suzuki, notamment, a été efficace, alors que c'était un trio qui était très discret depuis le début de la saison. Samuel Montembeault qui a fait les bons arrêts, les gros arrêts au bon moment. Donc, de façon générale, un match très positif. Saint-Louis a même dit qu'il avait été excellent. Ouais. Genre, sans hésiter. Voyons, Saint-Louis qui se prononce de façon aussi claire sur le travail du gardien. Oui, exact. Et, généralement, il garde une certaine pudeur par rapport aux commentaires sur les gardiens, mais là, il y avait... Sur Samuel, particulièrement, hein, parce que il est comme plus retenu. Il est plus réservé qu'à l'endroit de Jake Allen, effectivement. Mais en même temps, il lui lance jamais la pierre, mais il évite de se compromettre. Exact. Mais ça fait partie... hier, ça a fait partie des points positifs, mais dès que c'est senti que c'est sincère, Martin Saint-Louis n'est jamais hésitant à lancer des compliments non plus, tu sais. À la mesure où il veut toujours que le verre soit à moitié plein. Alors, quand il identifie quelque chose avec lequel il est tout à fait à l'aise de donner un compliment, il va le donner. Puis, au contraire, quand il est plus insatisfait... Il est plus neutre. Il est plus neutre. Ouais. Et puis, il va faire bien attention. C'est pas le genre de coach qui veut passer ses messages à travers les médias. Alors, mais là, hier, il y avait tout le loisir. Il y avait un buffet
un assortiment de compliments à distribuer, que ce soit effectivement le trio de Suzuki. Moi, j'ai bien aimé la complicité entre Newhook et Anderson, principalement. Ouais. J'ai beaucoup aimé le match de Mike Matheson également, qui avait été... Écoute, il a fait un jeu extraordinaire à 6 contre 4 face aux Devils du New Jersey mardi, mais il a probablement joué avant ça son pire match, au moins de la saison, peut-être que depuis qu'il porte l'uniforme du Canadien. Il a bien rebondi face aux Blue Jackets, puis il a joué vraiment comme un général. Absolument. Non, puis enfin, hier, il y avait non seulement ce qu'on voyait, mais sur la feuille de pointage aussi, ça paraît. Tiens, tu parles de Anderson et Newhook. On va commencer avec ça parce que mardi, on a parlé un peu de ça avec Alex. L'équilibre dans ce top 6-là, dans ce top 9-là. Donc, le duo, c'est Newhook-Anderson plus que Newhook-Slavkovski ou Slavkovski-Anderson. Bien, écoute, on a vu au début du camp d'entraînement ce trio-là évoluer ensemble avant que Slavkovski soit mis avec Dach. Je pense que Slavkovski souffre de l'absence de Dach, mais dans le contexte actuel, il est le troisième homme sur son trio. Puis je vois difficilement en ce moment, peu importe les combinaisons que tu ferais, s'il pourrait en être autrement, il ne serait pas s'il jouait avec Suzuki, peut-être avec Monahan, mais en ce moment, pourquoi changer les choses? Alors, en ce moment, qu'il soit greffé à 2 joueurs qui ont développé quand même une bonne complicité ensemble. T'sais, Anderson et Newhook, leur chimie ne se vérifie pas nécessairement à tous les matchs depuis qu'ils sont ensemble. Puis là, j'inclus le camp d'entraînement là-dedans. Mais il y a quand même, si ça fonctionne, 60% du temps, ça va être correct. C'est quand même, Newhook est quand même un jeune joueur encore qui cherche lui-même sa constance, de pouvoir amener son jeu à un certain niveau avec régularité. Anderson n'a jamais été reconnu comme étant le gars le plus constant. Il y a des passages où il est dominant, puis d'autres où il se cherche plus. Mais au moins, ensemble, il y a des matchs où ça va fonctionner. Tandis que Anderson, quand il joue avec Suzuki et Caulfield, ça ne marche à peu près jamais. Alors, au moins, il y a ça. Je pense il faut que Martin Saint-Louis en prenne bonne note. Puis ce qui est bien avec Suzuki et Caulfield, c'est que là, Raphaël Harvey-Pinard, peut-être qu'il est un petit peu plus discret dans son utilisation à 5 contre 5, mais au moins, le coach le dit très souvent, on sait à quoi s'attendre de sa part d'un match à l'autre. Alors, c'est important, au moins, au sein de ton premier trio, d'avoir un gars dont tu sais que son rendement d'une soirée à l'autre va toujours être le même. C'est moins le cas avec Anderson. Puis au niveau de la chimie, de la compréhension du jeu, j'ai l'impression qu'Anderson exploite plus sa vitesse et se retrouve à avoir plus de chances de marquer quand il est avec Newhook que quand il est avec Suzuki. D'accord. Anderson est probablement le joueur du Canadien qui a eu le plus de chances de marquer de qualité depuis le début de la saison. C'est un marqueur de 20 buts. Il va finir par arriver à 20 buts. Les vieux recruteurs disent toujours ça. Quand un marqueur de 30 buts commence avec un but à ses 20 premiers matchs, il va finir quand même avec... Quand il y a 30 buts dans un joueur, ils vont finir par se matérialiser. C'est ça. J'aime le jeu d'Anderson. Il y a ses détracteurs à Montréal, mais je suis convaincu que si le Canadien échangeait ce gars-là, se mettrait à la recherche immédiatement d'un autre attaquant de puissance comme ça. Il patine bien, il est capable de marquer 20 buts, puis quand il décide de faire sentir sa présence physique constamment, c'est pas sécurisant quand tu es défenseur puis que tu sens l'échec avant d'un gars comme Anderson arriver dans ton dos. Quand tu sens son haleine dans ton cou, ça annonce pas bien. Slavkovski a eu beaucoup de difficultés hier. C'était un match difficile pour lui. C'est un jeune. On regarde sa taille, son rang de repêchage, puis on se dit... On met peut-être de côté le fait que c'est un jeune homme de 19 ans qui arrive de la Slovaquie, qui n'a pas la même expérience compétitive, peut-être que d'autres jeunes. Certains matchs, on le regarde jouer et on se dit, bon, mais ça va devenir il fait des choses de joueur de la Ligue nationale puis il est sur la bonne pente, mais c'est encore en dents de scie. Il y a des matchs qui sont pas bons. Moi, la chose qui m'inquiète le plus, et j'en parlais avec Alex hier sur la passerelle, c'est que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est que je trouve qu'il n'est pas méchant. Il n'y a pas ce que les gens de hockey appellent le grit. Il travaille fort, mais il n'y a pas de méchanceté dans son jeu. Fait que souvent, il va perdre des batailles à 1 contre 1 parce qu'il ne fait pas le petit extra. Tu vois qu'il essaie d'ajouter à son jeu de la physicalité, de distribuer des mises en échec et tout ça, mais fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas cette méchanceté-là. En fait, dans lui, qui ferait de lui un attaquant de puissance vraiment oui, mais est-ce qu'à 19 ans,
Kirby Dach était comme ça. Il n'y en avait pas du tout de méchanceté dans son jeu quand il jouait avec les Blackhawks de Chicago. Puis on l'a vu depuis la deuxième moitié de la saison dernière. Puis on le voyait encore en tout début de calendrier. Il y en avait beaucoup. Il y a du FU dans son match. Puis on aime ça. Il s'en prend. Non, mais c'est une qualité qu'on aime beaucoup absolument. dedans. Puis je pense que si les Blackhawks avaient identifié ça chez lui, ils n'auraient pas démissionné aussi vite à son sujet. Fait que je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui s'acquiert, surtout quand tu as les capacités physiques. C'est pas chez tous les joueurs, parce qu'effectivement, il y en a qui ne l'ont pas puis qui vont rester un peu balourds tout au long de leur carrière, mais il y en a qui sont, au contraire, quand ils acquièrent leur pleine maturité physique puis ils comprennent qu'ils ont un avantage physique sur la glace qui leur permet de dominer, une fois qu'ils habitent leur corps un peu plus tard, à 22, 23 ans, ils peuvent intégrer ça. En tout cas, on doit le conclure à cause de ce qu'on a vu de Kirby Dach l'année dernière. Alors, il faut se croiser les doigts pour que la même chose arrive avec Slafkovský. Parce qu'au départ, c'est un élément du jeu que les recruteurs du Canadien avaient identifié chez lui. Je le voyais pas autant qu'eux, mais ils l'ont vu davantage à l'œuvre que moi, autant sur la scène internationale qu'en Finlande. Mais eux jugeaient qu'il y avait une certaine agressivité dans son jeu. Mais c'est ça. Peut-être que ça peut... Écoute, j'espère qu'il va le développer parce que c'est un des plus gros joueurs de la Ligue nationale. Il n'y a pas des mauvaises mains. Ça prend encore une fraction de seconde de trop avant de décocher ses tirs. Puis souvent, il y a des bonnes occasions de marquer. Puis là, le bâton surgit parce qu'il n'y a pas encore... Et ça, c'est de l'apprentissage. C'est un jeune homme de 19 ans. Puis c'est dur de jouer à 19 ans dans la Ligue nationale. Il n'y a pas beaucoup... à chaque année, tu en as 4 ou 5 dans le monde qui réussissent à jouer à 18-19 ans dans la Ligue nationale de hockey. Mais c'est ça. Moi, ce trait de caractère-là m'inquiète un petit peu. J'espère qu'il va pouvoir l'acquérir. Écoute, moi, je peux l'appeler tous les jours pour le rendre méchant. Le picosser. C'est certainement dans mes cordes. Moi, je ne l'ai peut-être pas exprimé souvent ici, mais je continue de penser qu'il va être meilleur que ce que le consensus voit en ce moment. Le consensus est très indécis, là, j'en suis conscient, mais le consensus, c'est un peu que c'était pas une grande cuvée cette année-là, puis qu'il est le premier choix de ce qui n'était pas une grande cuvée. Et les grands bonhommes, ça prend... Les grands et gros bonhommes, ça prend un petit peu plus de temps. Joe Thornton est un exemple. Suis-moi, mais là, je vais t'amener à une place, tu n'aimeras peut-être pas ça. Mais je veux juste identifier, hier, l'échappée de Josh Anderson, c'est lui qui fait c'est une petite passe, ça se fait vite, ça se fait bien. Il y a quelque chose là, il y a une petite magie là, moi, que c'est pas tout le monde qui est capable de faire. Puis enfin, lui est capable. Non, vous n'êtes pas sans savoir que Jesperi Kotkaniemi connaît un bon début de... C'est là que tu voulais nous amener. Mais tu disais, il faut être patient avec les grands bonhommes. Bon, je ne veux pas faire de peine à Mathias, là, mais j'attendrai un peu avant de crier au... parce que Mathias, il s'en est... Je parle de Mathias Brunet un peu, là, qui a toujours été son défenseur. Peut-être à raison, mais j'attendrai plus que 10 matchs avant de pavaner. Reste que ça se peut, ça se peut que ça prenne du temps. Puis c'est peut-être... enfin. Et moi, là... où je voulais faire une comparaison, c'est qu'il m'apparaît, puis vous me direz, bon, c'est un joueur de centre, c'est un ailier, il y en a un qui est premier au total, l'autre qui est troisième, mais je reste avec l'impression que Slafkovský, à l'an 2, puis même, il faudrait tenir en compte qu'il a manqué la moitié de la saison passée, là, fait qu'il est peut-être encore dans l'an 1 ou quelque part entre les deux, est en avance sur Kotkaniemi au même moment. Puis, laissons la différence. Je sais que Kotkaniemi était le plus jeune là, était un early. Là, je ne sais pas Slafkovský exactement, mais mettons ça de côté. Puis le fait que Slafkovský a raté la moitié de la saison passée, je trouve que pour une deuxième saison, Slafkovský m'apparaît en avance. Bien, le fait qu'il soit un ailier et non pas un joueur de centre comme Kotkaniemi le sert parce qu'il est plus malléable. C'est-à-dire qu'on peut... Ses responsabilités sont plus limitées, puis on peut... Si le besoin est, on peut le déplacer d'un trio à l'autre. Je pense que Kotkaniemi, quand il est arrivé, il avait quand même, si je ne m'abuse, il s'était taillé un poste avec l'équipe à cause d'une suspension à Max Domi qui lui avait ouvert grand la porte. Et eux, ils considéraient la possibilité de le garder à Montréal. Puis le fait que Domi a été suspendu pour pratiquement l'entièreté des matchs pré-saison a fait en sorte qu'il a beaucoup joué, a eu l'occasion de se faire valoir. Mais une fois que la saison a commencé, il a eu un rôle quand même déjà prépondérant comme joueur de centre. Slafkovský n'a pas cette pression-là. Alors, tu peux l'intégrer un peu plus en douceur. Je comprends, par exemple,
le parallèle qui est fait. Mais effectivement, écoute, Kotkaniemi a déjà 9 points en 8 matchs depuis le début de la saison. C'est clairement son meilleur début de saison en carrière, puis il a 23 ans. Alors, tu sais... Comme Martin disait, des fois, un gars de 15 buts, c'est un gars de 15 buts. Même s'il y en a 8 après 10 matchs, il va finir avec 15. On verra. Ouais. La question dans le cas de Kotkaniemi, c'était de savoir est-ce que c'était vraiment lui le troisième joueur. Je pense pas que ça faisait de doute qu'elle allait devenir un joueur de la Ligue nationale, là, mais est-ce que c'était vraiment lui la troisième sélection? Le troisième meilleur joueur de cette cuvée-là. C'est ça. Puis, dès le premier camp des recrues, la comparaison avec Brady Tkachuk est apparue. Oui. Puis, encore aujourd'hui, à ce jour, Tkachuk a quoi? 140 points de plus de réussite. Et ce sont deux joueurs différents. Le Canadien, je pense, a opté pour la position. Avait une position à combler. On a essayé de combler des besoins, ce qui est souvent un péché capital. Un jeu dangereux. Oui, parce qu'il faut prendre le meilleur joueur disponible. Mais, écoute, tant mieux s'il a son meilleur début de saison carrément. Mais on verra à la fin si le vieil adage des recruteurs s'applique ou pas. Mais il joue dans une très bonne équipe aussi. Mais il n'y a aucun doute que c'est un joueur de la Ligue nationale. Mais est-ce que c'était ce gars-là qui était la meilleure option comme troisième joueur au total? Ça va animer encore des débats pendant longtemps. Et comptez sur moi pour qu'on en parle encore dans 10 ans. Comme entraîneur, moi, en tout cas, mon opinion, il faut que tu fasses attention de ne pas toujours utiliser tes balles de fusil. Tes munitions. Il faut que tu fasses attention. Puis j'essaie d'être toujours rationnel. Mais c'est sûr. Avant une première période comme ça, on a eu une conversation très honnête. Ça fait partie de coacher. Martin Saint-Louis qui se faisait demander « Coudon, Martin, tu t'es fâché? Est-ce que tu t'es fâché? Dis-nous donc que tu t'es fâché. As-tu cassé un bâton? » Non. On a cru comprendre qu'il y avait eu une intervention de l'entraîneur entre la première puis la deuxième période. Puis c'est ce à quoi Saint-Louis référait. Évidemment, ça picosse les curieux et les journalistes. Je vous demandais, il y a une quinzaine de jours, pensez-vous que ça va faire un bon coach? Il me semble que depuis, justement, 10 jours, c'est ça, là, c'est un coach qui évolue ou enfin qui fait des affaires de coach. Il a fait je pense que c'est toi, Marc-Antoine, qui me faisait remarquer que il a fait des ajustements en plein match. Non, je pense que c'est dans le texte à Gascon par rapport au match d'hier. On l'a pas vu souvent faire des ajustements en plein match. Hier, il y a la troisième période, Kovacevic a pris la place de Justin Barron sur le premier duo. Il casse un bâton. Non, je sais pas. Mais enfin, il fait une... Métaphoriquement, au premier entraque. Il y a comme je sais pas, est-ce qu'il se passe de quoi ou c'est dans ma tête? Bien, il coach comme un gars qui développe une jeune équipe. Ouais. Alors, tu sais, dans cette perspective-là, quand il dit, ben là, je veux pas gaspiller de munitions, je veux pas gaspiller de cartouches, c'est que moi, je vois souvent j'imagine souvent les entraîneurs comme étant, ils arrivent derrière le banc, puis ils ont comme c'est comme s'ils ont un magasin de balles de fusil, justement. Mettons qu'ils en ont 100. Puis, si tu les utilises une fois de temps en temps, tu peux le remplir, tu peux le recharger. Mais tu as des coachs, puis il y en a déjà eu à Montréal, qui arrivaient là un peu comme Rambo ou comme Arnold Schwarzenegger. Ils vidaient le magasin de cartouches, puis quand il n'y en avait plus, c'était fini. Alors, à un moment donné, tu sais, tu peux pas... Alors, si tu élèves le ton constamment... c'est un peu comme une thermopompe. Hein? Tu peux faire énormément de bruit, mais à un moment donné, si le bruit est continuel, tu finis par plus l'entendre. Alors, les entraîneurs doivent choisir les moments où ils vont exprimer une critique, où ils vont lever le ton, parce que sinon, si tu veux avoir un maximum d'effet, il faut que tu choisisses tes moments. Et puis, je pense que quand je dis que Martin Saint-Louis est un coach qui gère une équipe en développement, il ne faut pas oublier, la semaine dernière, il a critiqué un peu le travail des journalistes en disant c'est plate, notre jeu à 5 contre 5 va bien, puis tout ce que j'entends, c'est des critiques par rapport à nos unités spéciales. Bref, il trouvait que le ton était un peu négatif. C'est le travail des journalistes aussi. On n'est pas là non plus pour être complaisant dans notre couverture. Puis c'est pas une question nécessairement de toujours chercher la bébite, mais c'est sûr que quand on lui pose des questions sur ce qui va pas bien, on
on met la table parce que lui doit se prononcer sur des choses qui vont moins bien. Puis lui, dans sa tête, probablement que son plan, c'est de dire, bien, pour chaque chose négative que je vais dire, il va falloir que j'en dise 3 ou 4 de positifs parce que c'est une jeune équipe, parce que c'est des... j'ai un message mais c'est que peut-être je veux sa philosophie transmettre. aussi. Ben oui, donc c'est de garder le verre à Ouais. moitié plein. Alors, dans cette perspective-là, lui, c'est sûr que lui, il se dit, ben là, pour moi, le temps d'émettre des critiques ou d'être dur à l'endroit d'un jeune joueur, etc., il aurait pu être dur à l'endroit de Justin Barron un paquet de fois, puis il ne l'a pas été. Mais alors, je pense que c'est ça. C'est qu'il choisit ses moments. Mais il a jugé qu'après la première période d'hier, avec un jeu où le Canadien donnait une multitude de revirements, une multitude de chances de marquer en contre-attaque aux Hurricanes, que là, il fallait qu'il mette son pied à terre et qu'il dise, là, les boys, ça suffit. Moi, je suis impressionné par la profondeur de Martin Saint-Louis. Tu sais, il a passé sa vie dans le hockey. Tu as des gars, des fois, qui deviennent entraîneurs, qui ont été joueurs et qui ont une tête qui est toute faite en termes de stratégie de hockey ou qui reproduisent des choses qu'ils ont vues. Mais tu vois, philosophiquement, comme entraîneur, il y a une réflexion profonde dans sa façon de diriger. Il parlait de leadership hier, à quel point il disait il y a plusieurs façons d'être un leader, mais moi, je veux pas que mes leaders dans le vestiaire reproduisent ce que je fasse, qu'est-ce que je fais. J'essaie de leur donner des lignes directrices ou de les orienter, mais je veux qu'ils développent eux-mêmes leur propre leadership, que je veux que ça percole jusqu'en bas, qu'ils transmettent ça, eux. Il racontait à quel point c'est un privilège d'être un leader et que c'est un grand plaisir pour lui de voir une culture se répandre, mais pas une culture forcée ou dictée à la lettre. C'est des valeurs, c'est des valeurs finalement que tu fais adopter par tout le monde, puis de ne pas piquer des crises à tout bout de champ. C'est son bagage de joueur aussi. Il le sait pertinemment ce qu'il pensait des entraîneurs. S'il y a eu des entraîneurs qui avaient le sang chaud, qui essayaient de s'imposer par l'intimidation ou par le bruit, ça devient négatif très, très rapidement. Puis surtout aujourd'hui, je me faisais raconter récemment, Bruce Cassidy à Vegas, qui était à Boston auparavant. C'est un entraîneur. Quand il est parti de Boston, il n'y avait plus beaucoup de joueurs qui l'écoutaient. Tout le monde se demandait un peu pourquoi il est parti. Bon groupe de vétérans dans le vestiaire qui contrôlait pas mal les choses. Donc, il ne touchait pas beaucoup aux vétérans, mais les autres joueurs, ils dépassaient la ligne, la fine ligne avec les autres joueurs assez souvent. Puis, ça va bien à Vegas, mais peut-être qu'à un moment donné, le bruit, les joueurs l'entendront plus éventuellement. Et avec une jeune équipe, si tu veux qu'elle progresse, à un moment donné, tu vas frapper un mur si tu fais juste leur cogner sur la tête, là, parce qu'il y a souvent des moments difficiles. Alors, je trouve ça beau de voir ça. Tu vois, quand il parle de ça, Martin Saint-Louis, qu'il y a une réflexion là-dedans. C'est clair dans sa tête pourquoi il dirige comme ça et pourquoi il se comporte comme ça et qu'il est convaincu qu'il va avoir de meilleurs résultats en étant plus pédagogue qu'en faisant de la répression. Moi, j'allais dire que tortionnaire, mais c'est un peu exagéré. Ça se passait au premier entracte. Tu disais, Martin, tantôt, le Canadien s'est fait brasser pas mal dans cette première période. D'ailleurs, c'est qui ce gars-là, le Voronkov? C'est un malade, il est fou dans... Non, mais avez-vous vu la séquence sur Jordan Harris un peu plus tard? Le coup à la tête, oui. Début fracassant, premier match dans la Ligue nationale. En tout cas, c'est lui qui a planté Jacky dans la bande. Puis, Marc-Antoine, tu disais avant qu'on enregistre, parce que ça a été ça. Il y a eu ça, puis il y a eu Tanner Pearson qui est venu à la défense de Newhook. Là aussi, c'était moins évident, mais là aussi, on s'est donné de la bande. Là, c'est la tête première dans la bande et c'est dangereux, très dangereux même. Bon, Jacky s'est rendu justice lui-même avec le talent qu'il a pour ça. Pearson, la réprimande a été moins frontale, disons, mais quand même. Et tu disais, Marc-Antoine... Là, il y a un geste qui est très dangereux. Il y a une réplique, mais la punition est égale. Oui. Et il y a peut-être matière à se gratter la tête. Bien, c'est parce que j'ai entendu des commentateurs dire ben là, le Canadien a fait preuve d'indiscipline parce qu'ils ont, en répliquant, ils se sont privés d'avantages numériques. Non. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. À un moment donné, tu veux développer une culture d'équipe, puis un esprit de corps. Et, rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, Zach Cashin, nouvellement retraité, soit dit en passant,
Il y a un arbre abîmé pas loin de chez nous, tu t'en rappelles? Surveiller. Oui. Donc, Zach Aston qui avait rudoyé Samuel Montembeault et puis personne ne s'était porté à sa défense. Jeff Petrie et Ryan Poehling qui ont été changés en même temps, d'ailleurs, qui étaient fins observateurs de la situation. Puis on avait critiqué le Canadien pour le fait qu'ils n'avaient pas répliqué à ce moment-là. Mais là, tu peux pas, c'est soit l'un ou soit l'autre. Alors, le problème dans ce cas-ci, je ne pense pas que ce soit le fait que le Canadien ait décidé de se porter à la défense d'un coéquipier. C'est le fait qu'ils ont réagi à un coup qui était dangereux et que dans le livre des règlements ou dans l'application du règlement, on estime qu'un coup qui est dangereux, qui peut potentiellement blesser, a le même poids qu'une riposte en disant « je vais donner de la rudesse ». Alors, dans le fond, c'est pas le fait que Jacky ait été puni pour avoir riposté, c'est correct. Que Pearson a été puni, c'est correct. Mais comment ça se fait qu'avoir donné de la bande et avoir risqué de blesser, c'est pas plus qu'un 2 minutes? Pourquoi le coup à la tête de Voronkov aux dépens de Harris, c'est pas plus qu'un 2 minutes? Est-ce qu'il a été puni? Je me rappelle pas. Il y a eu 2 minutes. Okay, dans tous ces cas-là, ça a été des 2 minutes. Ouais. Alors, je pense qu'il y a un problème au niveau de la pondération ou de la sévérité des pénalités parce que c'est pas normal que de réagir au fait que, hey, tu as fait quelque chose de dangereux. C'est pas répliqué juste pour un petit escarmouche. Non, c'est pas pour le spectacle, non, c'est ça. C'est fondamental, c'est viscéral. Pourquoi ça redevient égal? Moi, je m'excuse, mais j'en voudrais pas aux joueurs du Canadien d'avoir répliqué de la sorte. De toute façon, son maire à 5 contre 5 a un avantage numérique. Pas hier, mais... Ouais, non, hier, effectivement, ça, c'est quand même... Ils se sont levés au niveau des unités spéciales, au niveau, en tout cas, de l'avantage numérique. C'est de bon augure. Tu peux pas laisser passer des gestes comme ça. Et à mon sens, ces 2 décisions-là étaient 2 erreurs d'arbitrage. Parce que habituellement, un arbitre expérimenté, un bon arbitre, le gars qui met le feu aux poudres en commettant un geste comme ça va toujours sortir avec 2 minutes de plus. Là, il faut qu'il y ait une sanction pour le gars qui a commis les gestes dangereux, qui a fait en sorte que la poudrière a sauté sur la patinoire. Et c'est pas arrivé hier. Quand tu jases avec les officiels de la Ligue nationale, tu leur dis... C'est quoi ton métier? C'est quoi ta responsabilité? La première chose qu'ils vont te dire, c'est assurer la sécurité des joueurs sur la patinoire. Ce geste-là, qui est ultra dangereux, devrait être sanctionné plus. Là. Et ça a été 2 erreurs sur la passerelle hier. Il y avait quelques connaisseurs. On jasait de ça entre les périodes. Tout le monde était estomaqué de voir que les gars des Blue Jackets avaient réussi à s'en sortir avec égalité au niveau des pénalités. Et ça fait tout à fait partie de la culture. Tu ne peux pas tolérer ces gestes-là. Il faut qu'il y ait une réprimande de la part de l'équipe qui subit ça. Tu ne peux pas endurer ça. Puis Voronkov, qui en était à son premier match dans la Ligue nationale, c'est un choix de 4e ronde des Blue Jackets. C'est étonnant parce qu'ils veulent avoir plus de mordants dans leur équipe. Ils ont mis de côté Kent Johnson, qui est un 5e choix au total. C'est assez particulier. Mais bref, Voronkov, il avait déjà donné de la bande, un plaquage illégal contre la bande à Jacky en première période. Et là, il récidive avec son coup à la tête. T'sais, si tu veux garder le contrôle du match, puis ce match-là aurait facilement pu déraper en première période, puis que ça reste comme ça pour le reste du match. Mais les arbitres ont encore manqué. T'sais, s'ils avaient manqué la première fois, leur message à l'endroit de Voronkov aurait dû passer la 2e fois lors du coup à la tête à Harris. Ça n'a pas été le cas. Fait que c'est entièrement sur le dos de l'arbitrage et non de la riposte du Canadien, à mon sens. Bien dit. Ken Johnson, je sais pas, il y a un nouvel entraîneur en poste à Columbus, un entraîneur qui est habitué de travailler avec des jeunes, qui a dirigé pendant plusieurs années dans les rangs juniors, dans la Ligue américaine. C'est un haut choix de repêchage comme ça. Il a marqué 16 buts la saison passée quand même. C'est pas rien. Et je pense que les Blue Jackets, ça a provoqué le changement d'entraîneur à la fin de la saison ou à la saison dernière, le fait qu'il y avait une culture déficiente à Columbus, que les joueurs prenaient des largesses, qu'il n'y avait pas de cadre serré. Et visiblement, Johnson fait partie de ce changement de culture-là. Là, il subit ça parce qu'il n'a pas l'air rentré dans les standards qui ont été fixés par l'organisation. On va garder un œil. Oui. Ouais. Moi, c'est drôle. Ken Johnson, on a déjà parlé d'échange à la Kirby Doc. Hein? Alex Newhook est un échange à la Kirby Doc. Moi,
spontanément, Ken Johnson m'apparaît comme un candidat à ce type. Le prochain. Si le Canadien veut continuer avec cette formule-là, qui à mon sens, Est-ce devrait qu'elle être est bonne? copiée par toutes Oui. les équipes, là. C'est-à-dire, toi, tu t'identifies le talent, tu as confiance à ton groupe de développement, puis tu dis, vous avez démissionné trop vite sur votre joueur, nous autres, on va le récupérer, on va en faire un joueur de hockey. Mais est-ce qu'il est de la même cuvée? Enfin, il faut qu'il soit de la même cuvée. Là. Doc, Newhook. Non, c'est Caulfield. après. Ah, bon, ça ne marchera pas. Puis juste pour finir sur Voronkov, parce que j'écoutais le point de presse, ils étaient contents. Ils étaient contents de son premier match, puis c'est ça qu'ils veulent. Puis enfin, on sent aussi que c'est ça, on veut amener du grit. Mais là, dans ce cas-ci, c'est peut-être exagéré. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, questions sociaux. Réseaux sociaux. Question publique, question des sociaux. Réseaux questions. Question de réseaux sociaux. Public et questions. Ouh, yeah. Je me demandais si c'était la version longue, mais on me dit non. Non. On vous demandait. C'est supplice. Ça, non. Honnêtement, là, Hey, écoute, il joue ça à l'essentiel. Guantanamo. C'est l'essentiel de notre succès. On vous demandait via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, selon vous, jouer avec 3 gardiens, c'est comme... On a eu quelques réponses, mais je vais vouloir vous entendre. Avez-vous été surpris que Caden Primo ait le départ rapidement, là? Moi, chaque fois que je me suis 3 mots. prononcé à propos de Caden Primo, je me suis trompé. Alors, oui, j'ai été... J'étais En fait, surpris. écoute, avec le calendrier qu'ils ont, s'il y avait un moment où il allait jouer, c'était bien là. Mais sauf que, tu sais, c'est pas comme si 2 gardiens n'étaient pas capables de se partager la tâche de 5 matchs en 8 surtout, soirs. ouais. Mais l'occasion était bienvenue. Martin? Écoute, c'est un actif qu'ils ont dans l'organisation. Si tu veux maintenir sa valeur, il faut que tu le fasses jouer un peu. Mais c'était imprévisible, honnêtement. Moi, je m'attendais pas à ça. Non, personne n'a vu venir. Alors, Lynn, sur le Facebook, elle dit jouer à 3 gardiens, c'est comme savoir vraiment que tu n'as pas de numéro 1. C'est un peu ça. Joe dit c'est comme jongler. David dit c'est comme trop. François dit c'est 3 gars pour remplacer Price. C'est ça, c'est un comité. Ah, le fameux remplacement par comité. Toujours sur le book, c'est Jean-Simon. C'est comme avoir Ben Maxwell sur son premier trio. Pas idéal. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai aimé la comparaison de Louis-Philippe sur Facebook. C'est comme honorer le film Angelo, Fredo et Roméo. Souvenez-vous de ça avec Martin Drainville? Oui. Ça, c'était bon. Ça, c'est pas bon. Sur Twitter, c'est comme avoir 2 roues de secours, pas utile et encombrant. Ça, c'est Pierre. Sur Twitter, essayer de mélanger l'huile et l'eau, c'est Arnaud. Mais c'est surtout ça, PO sur Twitter. C'est comme si on voulait être certain de briser la confiance d'un d'entre eux. T'sais, le vrai drame, il est là, non? Parce que Primo... Je pense pas que Jake Allen a moins confiance. Non, je parle pas de Jake Allen. je parle de Primo. T'sais, il joue jamais, puis là, tu vas jouer une fois par mois, puis tu vas te faire poivrer par les Devils. T'sais, c'est un peu injuste. Mais il le sait pourquoi il est là. Ce sont des considérations d'affaires simplement. Ça lui a certainement été expliqué à lui et son agent. Puis, il n'a pas été mauvais, en plus, malgré Il n'était pas placé dans une position de succès. Et malgré tout, il s'est assez bien tiré d'affaire. Il y a des soirs où ça a été beaucoup plus dramatique que ça. Ouais. Puis justement, dans le même sens, là, sur Twitter, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est la goutte finale au développement catastrophique donné à Caden Primo. C'est vrai que ça n'a pas toujours été un parcours sinueux. Alors, comme ça, Shane Pinto n'a pas le droit de gager ses matchs de hockey. C'est bien plate. Pauvre gars. Parce que hier, après la première période, s'il avait eu le flair de donner une victoire aux Canadiens, je connais pas ça, mais je pense que ça aurait été payant. Il serait passé à la caisse. Passé à la caisse. Ouais. Non, on fait des blagues, mais écoute, puis avec Martin, on en parlait avant d'enregistrer. Le libellé dans la convention, c'est que vous avez pas un joueur n'a pas le droit de jouer, de gager sur des matchs de la LNH. Moi, ça m'apparaît raisonnable. C'est la moindre des choses. Si tu veux préserver juste l'intégrité de la Ligue, ça m'apparaît raisonnable. Maintenant, on ne peut pas faire autrement que de voir des contradictions entre la surreprésentation des options de paris sportifs dans le sport professionnel. Là, je parle en termes de publicité. Et le fait que là, on dit pas que Pinto a misé sur des matchs de la LNH dans les communications officielles, même si ça peut pas être autre chose que ça. Là. Sinon, il pourrait pas être suspendu. Est-ce que je comprends bien?
Écoute, tu comprends pas mal. Il y a peut-être des activités connexes, mais le libellé est clair. Tu n'as pas le droit de parier sur des matchs de la Ligue nationale de hockey. Il n'y a pas de sanction si tu paries sur des matchs de la NFL ou du baseball majeur. La question des paris sportifs est complexe. Les sports professionnels se sont toujours tenus loin de ça, comme la peste, parce que justement, ça peut remettre en question l'intégrité du sport et de toute l'entreprise. Ça remonte à longtemps, là, au début des années 1900, le scandale des Black Sox de Chicago. Ça a été un épisode traumatisant dans l'histoire sportive nord-américaine. Mais les gens qui paient des billets pour aller voir des matchs, qui les regardent, veulent s'assurer que ce soit une vraie compétition, qu'il n'y a pas de match truqué. L'autre aspect, c'est que maintenant, les paris sportifs sont acceptés partout aux États-Unis. Auparavant, c'était juste au Nevada. Il y a une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a dit que vous pouvez en faire partout, tous azimuts. Et là, les ligues de sport professionnelles se sont dites, là, on ne peut plus combattre ça, il va en avoir partout. Donc, si vous ne pouvez pas les combattre, joignez-les. Alors, ce sont devenus des partenaires privilégiés. Et là, c'est plus juste l'intégrité du sport en tant que tel qu'il faut surveiller, c'est l'intégrité de l'industrie du pari. Parce que si tu as des joueurs, il y a du crime organisé qui tourne autour toujours du sport professionnel parce qu'il y a beaucoup d'argent et tout ça. Et si tu as des matchs qui sont truqués ou des gars qui parient sur des matchs, un gars qui joue pour une équipe pourrait, par exemple, parier, dire « Moi, je parie qu'on va perdre ce soir. » Et ça existe partout dans le monde, là, des athlètes qui participent à des matchs truqués. Et ça met en danger l'industrie du pari aussi. Donc, il y a beaucoup d'intérêts économiques qui font en sorte qu'on combat comme la peste le fait que les joueurs puissent parier ou pas. Et là, donc, si on y va juste par déduction, Shane Pinto, la seule interdiction qu'il y a dans la Ligue nationale, dans la Convention, c'est de parier sur des matchs de la Ligue nationale. On dit dans le communiqué, on n'a pas de preuve qu'il a parié sur des matchs de la Ligue nationale, mais en même temps, on va le suspendre une demi-saison. On suspend 41 matchs. Là. Okay. Il semble que l'histoire, c'est qu'il était lié à quelqu'un. Il y avait peut-être quelqu'un qui... On soupçonne que quelqu'un pariait en son nom, qui faisait partie d'un groupe de parieurs, peut-être qui donnait de l'information privilégiée à des parieurs, quoi que ce soit, mais on voit la sévérité de cette sanction-là fait en sorte qu'il y avait quand même... Il y avait plus qu'anguille sous roche. Là. Il y avait probablement... Et que ça a été négocié avec l'Association des joueurs. Mais c'est la première fois que ça arrive et ça va probablement arriver. Ça va probablement arriver encore parce que c'est un fléau épouvantable. Ouais. Et j'ajouterais, je vais te laisser commenter, Marc-Antoine, mais ma deuxième question, ça va être, dans ce cas-là, c'est peut-être pas assez, une demi-saison comme punition, mais on se la garde pour après. Oui. Ben, écoute, je pense que dans ce cas-ci, selon les détails qu'a avancé Elliot Friedman, il semblerait que Shane Pinto avait un compte de paris qui était légal et qu'il a laissé d'autres personnes placer des paris sur ce compte-là. Alors, il y avait comme une association où c'est d'autres personnes qui placent des paris qui ont peut-être parié sur le hockey. Donc, c'est pas lui qui a parié sur le hockey, mais c'est quand même son nom sur le compte. Alors, il y a comme un... C'est le contraire, il faut que tu fasses Shane. Il faut que tu paries sur le hockey sur le nom de quelqu'un d'autre. Faut pas que tu laisses des gens... Faut pas que tu laisses quelqu'un d'autre parier sur le hockey en ton nom. C'est ça. Alors, ça paraît mal. Ça paraît mal. Alors, puis je pense qu'il a été... Tu sais, il admet très candidement son erreur. Il n'a pas l'air d'y avoir eu de quelconque résistance, mais on comprend mieux pourquoi les sénateurs d'Ottawa ont mis autant de temps à négocier leur contrat, parce que c'est une enquête qui s'est échelonnée quand même sur plusieurs semaines. Et puis, en fin de compte, il a été suspendu 41 matchs, puis c'est rétroactif au début de la saison. Puis les gens peuvent se dire, mais pourquoi il n'y a pas de contrat? Pourquoi la suspension ne commencerait pas au moment où il signe un contrat? Mais... Il n'y aura jamais de contrat. Je sais pas. Moi, je pense que je ne serais pas surpris qu'il signe rapidement. Je pense que les sénateurs veulent avoir cet actif-là. C'est juste ça va être une belle occasion pour eux de l'avoir au prix qu'ils voulaient avoir, au prorata de la saison, puis ça va être une demi-saison. Mais sauf que là, il va rentrer un peu la queue entre les jambes, un peu penaud, parce que il a perdu tout son pouvoir de négociation. C'est 41 matchs, c'est une demi-saison. C'est beaucoup. Probablement que la Ligue aurait voulu que ce soit plus que ça.
mais ça demeure quand même une sanction exemplaire qui est suffisante pour lancer le message de dire il faut qu'on établisse des remparts, parce que la Ligue n'est pas à veille de terminer son association avec toute la structure de Paris. Ils ont mis une équipe à Las Vegas. Ils ont fait entrer la publicité sur les paris dans toutes les sphères de leur industrie, que ce soit sur les bandes, sur les casques d'équipes, entre autres des sénateurs d'Ottawa, dans une multitude de concepts ou de promos qui sont liés aux télédiffuseurs. Alors, Connor McDavid faisait des publicités la saison dernière avec Austin Matthews, si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est lié... C'est une source de revenus énorme pour la Ligue. Alors, si la Ligue est à une époque où les revenus télé sont fragilisés, entre autres avec toute l'histoire de Bally's, etc., ils ne peuvent pas se mettre à dos... Non, c'est ça. Ça, c'est pas une avenue. Non, c'est ça. Alors, comment tu vas maintenir cette frontière-là pour dire on va en même temps bénéficier des revenus de l'industrie du pari, mais s'assurer que l'intégrité soit préservée? Bien, il faut que tu construises un mur, puis ça a été une brique de ce mur-là qu'on a vu. Ouais. Mais il va en avoir d'autres. Ouais. Il y a une autre anecdote que je veux raconter par rapport à ça, parce que tantôt je mentionnais, il y a toujours du crime organisé qui tourne autour du sport professionnel pour essayer de tirer de l'information, tirer avantage de la situation. Et sous la recommandation d'un vétéran, un joueur vétéran de l'équipe, la direction du Canadien a embauché un ancien policier du SPVM, un gars qui a travaillé au centre-ville toute sa carrière, là, qui connaît tous les propriétaires de bars, qui connaît toutes les personnes, les sujets non fréquentables du centre-ville de Montréal. C'est une bonne idée, ça, Et ce gars-là est dans l'entourage de l'équipe. Se tient proche, c'est une sorte de chaperon. Ouais. Puis, la direction du Canadien veut éviter que ces jeunes joueurs qui débarquent en ville, qui connaissent personne, qui sont plein de bonnes intentions, puis il y a beaucoup de tentations à Montréal aussi. Mais, on ne veut pas les empêcher de vivre leur vie, mais s'il y a des mauvaises des mauvaises personnes qui essaient de s'approcher d'elles, qu'il y a quelqu'un qui tape sur l'épaule et dit hey, ces gens-là, fais attention, c'est pas... et je trouve ça très intelligent de faire ça parce qu'il y a eu des épisodes à Montréal dans le passé qui ont... L'année du centenaire, 2009, ça avait été assez rocambolesque. C'était les frères de Costitine, cette année? Les frères Costitine, Roman Omerlik avait été indirectement lié à ça, puis il y avait tous les jeunes joueurs aussi qui étaient sur le party. Ouais. Ça avait été, je me souviens, à la fin de cette saison-là, Guillaume Latendresse m'avait dit on vient de vivre 3 saisons de lancer compte en une. Ouais. C'est quand même... fait que les premières saisons. Fait que c'est juste pour illustrer à quel point à Montréal, je trouve que c'est vraiment intelligent de faire ça. Tu te dis, on construit une nouvelle équipe, on a plein de jeunes, puis on veut leur éviter des écueils qui sont évitables. Mais les ligues ont peur de ça comme la peste. Et j'ai une recommandation de livre pour vous, si vous voulez voir l'ampleur que ça peut avoir, les paris sportifs, le trucage de match. Un livre qui date de quelques années, qui s'appelle The Fix, qui a été écrit par Declan Hill. C'est surtout sur le monde du foot. Mais il avance dans son livre qu'il y a des matchs des Yankees de New York qui ont été truqués, des matchs de Coupe du monde de foot, même des compétitions olympiques. Alors, il y a des athlètes qui pensent qu'ils n'ont aucune chance de succès ou qui ont besoin d'argent. Ça peut être autre chose aussi. Tu parlais du crime organisé tantôt. Des fois, il y en a qui sont très créatifs pour obtenir ce qu'ils veulent. Et la recette lui disait qu'au foot, la recette pour truquer un match, c'est il fallait que tu aies un gardien, qui soit capable d'impliquer un gardien. Idéalement un officiel, puis peut-être un autre joueur. Mais et semble-t-il que ça se fait. Puis c'est arrivé dans la NBA, là, il y a une douzaine d'années. Il y a un officiel qui a été retiré de la circulation, emprisonné, parce qu'il y avait de forts soupçons de trucage de match, puis il pariait sur des rencontres. Donc, l'humanité est partout la même, disait Agatha Christie. Et c'est ça. Peu importe le sport, quand il y a beaucoup d'argent impliqué, que tu as des personnes vulnérables, des gars qui s'endettent parce qu'ils parient beaucoup et tout ça. Il y a beaucoup d'histoires. On a vu au cours des dernières années là, des joueurs qui ont des problèmes de jeu, tout ça. Ça ouvre la porte à des choses affreuses et la Ligue nationale ne veut pas ça. Il y a des occasions. Tellement hockey, le balado, venez pour les analogies sur les armes à feu et restez pour les recettes pour truquer des matchs. Voilà. Avec des citations d'Agatha Christie. Voilà.
je l'ai gardé pour la fin. Là, on est dans la conclusion. C'est parce que là, j'ai peur. Commençons avec ça. As-tu peur, Alex? Oui, j'ai peur. Moi, je veux pas. La dernière chose que je veux, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la nouvelle Ligue de hockey féminine, ce soit négatif. On a bien mal commencé avec avec Corey Chevery. On n'a pas pu faire autrement de dire que ça aurait été le fun que la nouvelle entraîneur parle français. Mais bon, c'est légitime. Puis enfin, moi, je continue de penser qu'il y aura progrès ou enfin, il y aura peut-être une surprise quand ça va commencer. Là, on croit comprendre, on croit deviner quels seront les noms des prochaines équipes. Et c'est relativement décevant. C'est certainement décevant dans le cas de... C'est ça. Dans le cas de l'équipe de Montréal, qui s'appellerait... Parce que c'est quoi? Les noms ont été déposés aux États-Unis. Oui, c'est des marques déposées. C'est des marques déposées dans les... ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que d'un, j'ai peur qu'on soit juste négatif, mais on va être positif éventuellement, mais là, on est un peu déçu. Mais là, on va être déçu. Ouais. Là, on est déçu. Puis là, c'est ça. Je veux pas que ça dérape non plus, parce que bon sang que la porte est ouverte puis que c'est un terrain glissant, mais l'équipe de Toronto s'appellerait Torch. Ouais. Les Torches de Toronto. Et ça, en français, ça ne fonctionne. C'est impossible à pratiquer d'un point de... Moi, je suis un expert, je suis un professionnel des communications, d'accord? Ça ne marche pas. Ça marche pas. On pourra pas dire ça. On ne pourra pas dire les Torches de Toronto. On ne pourra pas dire la Torch. Mais c'est ça, la torche. Donc, c'est un gros problème. Non, mais je suis sérieux. C'est un gros problème. Tous les noms d'équipes qui ont été avancés sont tous des noms au singulier. Ouais. Ce qui est assez... ce qui est une tendance. Probablement, oui. Mais le Torch, est-ce que tu le traduis par le flambeau, normalement? Il y a des... On ne fait pas ça. Mais non. Mais en même temps, les sénateurs, on les appelle les sénateurs. Il y a juste les sénateurs. Et les prédateurs. Et les prédateurs. Les panthères, non, je sais pas. Moins, mais au début... mais les prédateurs, mais bon. Ouais. Mais c'est ça. Si tu peux pas les appeler le flambeau, ça va être le Torch. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. C'est pas terrible. Mais l'Écho de Montréal, ça sonne journal de quartier. Bon. Mais j'aime mieux que ça dérape sur l'Écho que sur... non, je comprends. Mais d'où vient le bruit pour que le résultat soit l'Écho? Je sais pas. Ouais. Puis c'est un terme, je trouve, un terme générique qui ça ne veut pas dire grand-chose. Qui ne dit pas grand, c'est ça. D'un point de vue identitaire, on en parlait un petit peu tantôt avant de commencer le balado. Il aurait pu appeler l'équipe le Vent de Montréal, ça aurait été aussi. Ça ne veut rien dire. Mais déjà, elle patine comme le vent, ou je sais pas, déjà, il me semble, il y a un peu plus de. L'Écho, l'Écho, l'Alerte d'Ottawa, le Supérieur du Minnesota. Ouais, ça, c'est aussi weird. Le Wick de Boston. C'est à cause du lac supérieur. C'est ça. Le Wicked de Boston, ça, j'aime ça. Ouais. À cause des sorcières de Salem. Les sorcières de Salem, c'est le fun. Ouais. Mais encore là. Le son de New York. Le New York Sound. Non, mais c'est pas le son, c'est sound dans le sens de comme la baie. OK. Tu comprends, comme Owen Sound, etc. Donc, c'est plus... Oui, bien, ça revient. Il n'y a pas une équipe... non. Les Sounders. Les Sounders de Seattle, c'est ça que je cherchais. C'est ça. Mais cela dit, c'est ça. Il n'y a pas grand nom. Tu regardes là-dedans, tu dis... Quand c'est l'Alerte d'Ottawa, le meilleur nom. L'Écho de Montréal. Ou le Wicked. Ouais. Fait que, bref. Quoi qu'on a fini par s'identifier ou à aimer le nom L'Impact au foot. C'est vrai que c'était pas... c'est vrai que c'était pas top, ça. Au début, ça ne soulevait pas les passions. Ils l'ont changé aussi. Puis quand ils ont changé le nom, il y a eu des protestations. Oui, on veut notre Impact. Alors, on proteste tout le temps. Peut-être qu'un jour, on protestera quand ils changeront le nom de l'Écho. C'est ça, quand ça... Parce que moi, j'aimais beaucoup la force. S'il faut quelque chose de... S'il faut que ce soit autre chose que les Canadiennes, parce que ça veut pas, il y avait quelque chose là de... Puis même, on en a parlé, Danielle Sauvageau semblait aimer cette idée-là. Elle l'avait dit elle-même. Alors enfin, ça semble... On dirait des appellations qui ont été décidées toutes par le même comité. Absolument. Ouais. Mais c'est... Oui, excuse-moi, vas-y. Oui, c'est ça, c'est comme... Mais c'est ça que c'est, parce que c'est un propriétaire unique. Ouais. Donc, c'est ça, et visiblement, enfin, c'est sûrement ça que c'est. Il y a rien... Trouve un nom qui a un rapport avec l'histoire de la ville, qui a quelque chose, qui va chercher quelque chose d'identitaire.
la vieille blague qui dit que quand tu essaies de faire dessiner un cheval par un comité, tu finis avec un chameau. ça ressemble à un chameau. C'est vrai, ouais. Même que c'est plus un dromadaire, je dirais. Ouais. Puis évidemment, avec le Torch de Toronto, il y a un sérieux problème au niveau de la francisation du terme ou de l'appellation quand on en parle en français. Mais c'est un concept qui est beaucoup plus rattaché quand on parle de hockey à Montréal qu'à Toronto. C'est le flambeau. Alors, ça aussi, c'est... En plus, c'est de l'appropriation. C'est ça. Je savais que ça allait déraper. Parce que la torche est pas mal éteinte à Toronto. Depuis longtemps. Ouais. Je voulais te relancer sur la taille, mais c'est ça. Tu vois, on a réussi. Ça n'a pas dérapé. Et on plaint ceux et celles qui couvriront l'équipe en français, si le nom advient. Parce que c'est pas sûr. Les gars, vous êtes... je ne sais pas pourquoi je m'inquiétais. Vous êtes des vrais pros. Vous êtes des vrais... C'est de la fine élite. Tu sais que tu travailles avec un trio de... Oui. Non, je suis un gars... Je suis chanceux. Première qualité. Je suis chanceux, on va se le dire. Je suis un peu comme le... Je voulais faire une analogie de thermopompe, mais je vais laisser ça à Marc-Antoine. D'ailleurs, nos chiffres d'écoute sont absolument époustouflants. Ben là, oui, parce que toi, tu es toujours plus informé, tu es toujours en avance sur tout le monde au niveau de l'information, mais aussitôt que... j'ai entièrement confiance là, en tes informations, mais aussitôt que j'aurai un communiqué officiel, on va remercier dignement les gens parce que, oui, tu as entendu dire qu'on cartonne. On cartonne, oui. L'arrivée de notre nouvelle recrue a suscité des attentes et des... Là, on cartonnait pas avant. Bon. C'était la pièce maîtresse qui manquait. C'est le gros talent à aller chercher à la fin. Exact. Le joueur autonome manquant. Comme Kent Hughes. La grosse acquisition. Le mentionnait. Et cette grosse acquisition, elle s'appelle Marc-Antoine Godin. Vous pouvez la lire, l'entendre et la voir sur toutes nos plateformes. Il est notre journaliste, l'un de nos deux journalistes affectés à la couverture du Canadien et de la LNH. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça fait plaisir, messieurs. Et Martin Leclerc, notre rock, notre pic, notre péninsule. Chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, Martin. Cyrano. Oui, j'avais tout compris ça. Je te remercie. C'est toujours un plaisir. Tu l'as dit. Oui, c'est comme... Il parlait de son... Ça n'a pas rapport. Non. Un gros merci à Benoît Durand. Il n'y a pas beaucoup de balados de hockey où on parle d'Agatha Christie, de Cyrano. T'as raison. Même épisode. Avec les analogies et la recette pour truquer un match. Un gros merci à Benoît Durand et Jacques-Alexis Bernardin en régie. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.